Alors, il nous reste une dernière étape à réaliser avant que l'application fonctionne. Bien évidemment, je vous renvoie vers les vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues, et qui sont indispensables pour pouvoir construire étape par étape l'application. Donc, dans notre application MVC, on a déjà créé donc la partie modèle avec la classe profil. On a créé le contrôleur, la partie contrôle avec la classe contrôle, et il nous reste la partie vue. On avait généré quand même l'aspect visuel, la construction de la vue dans le Activity Main. Je vous rappelle on l'avait construit. Il nous reste évidemment maintenant à créer les événements et le travail directement avec les différentes propriétés graphiques. Donc on est dans la classe Main Activity. Et dans cette classe, on va pouvoir commencer à travailler. Donc là, évidemment, il y a le onCreate qui s'est créé automatiquement. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Donc maintenant, il nous reste tout le reste du code à faire. Donc on va commencer par déclarer des propriétés. Alors pourquoi? Parce que en fait, on a besoin de lier les propriétés graphiques, c'est-à-dire dans l'activity main, le fait qu'on saisisse un poids, une taille, un âge, qu'on sélectionne le sexe, et qu'ensuite on ait besoin d'afficher une image et un message. Tout ça, ce sont des propriétés graphiques qu'on va avoir besoin de manipuler dans le main activity. Donc on va déclarer en local un ensemble de propriétés qui sont du type des propriétés qui sont graphiques. Donc par exemple, on va récupérer dans une propriété locale le poids, et le poids, bien, si je clique ici, vous allez voir que le poids, c'est un edit text. Donc il faut que dans main activity, je récupère dans une variable locale de type edit text, voilà, et je vais l'appeler texte et poids. Alors en réalité, je pourrais l'appeler absolument comme je veux, c'est juste que je trouve plus parlant de lui donner le même nom que le nom de l'objet graphique qui est dans activity main. .xml, donc c'est juste pour ça. Donc de la même façon, vous allez récupérer évidemment les autres propriétés. Donc là, je les ai écrites directement. Alors vous remarquez que parfois, il ne reconnaît pas un certain nombre de choses. C'est normal. Donc là, il suffit, vous connaissez déjà l'astuce, il suffit de faire Alt-Entrée. Et vous voyez, il vous les ajoute au fur et à mesure. Donc pareil sur le Text View, Alt-Entrée. Et sur le Image View, si vous positionnez dessus, Alt-Entrée. Alors, il n'a pas pris, Alt-Entrée, voilà. Et vous remarquez qu'au fur et à mesure, il a fait les imports nécessaires. Donc, j'ai besoin des trois variables texte et poids, texte et taille et texte et âge de type edit text. Je récupère que le radio bouton homme. Alors, c'est simplement parce que si lui est à vrai, le RD femme est à faux, et vice-versa. Donc, c'est pas la peine de récupérer les deux, quoi. Le LBL IMG, c'est un label, donc c'est un text et view, et le IMG smiley, c'est un image view. Ne croyez pas que je les ai inventés, il suffit que pour retrouver les noms, il suffit que vous alliez dans Activity Main, et vous voyez, si je sélectionne ceci, et que je vais voir à quoi ça correspond, vous voyez, là, on voit que c'est un image view. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez retrouver les types très facilement. Voilà, nos propriétés sont déclarées. Alors maintenant, ce qu'on a besoin, c'est de faire le lien entre ces propriétés qui sont des variables locales de ma classe avec justement les objets graphiques qui sont dans le Activity Main. Alors pour cela, je vais tout simplement créer une méthode locale à ma classe, une méthode que je vais mettre en privé et que je vais appeler init, qui va permettre d'initialiser, donc de faire les liens tout simplement entre mes propriétés et les objets graphiques. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple dans la propriété texte et poids, je veux lui affecter, je veux la lier à la variable graphique qui est dans Activity Main. Alors pour cela, pour récupérer un objet graphique, je peux le récupérer par son ID. Alors je vous rappelle que par exemple, texte et poids, lui, il a comme ID, on le voit ici, texte et poids. J'ai fait exprès de donner les mêmes noms pour que ce soit plus facile, mais on est bien d'accord, j'aurais pu leur donner des noms différents. Alors pour ça, je vais utiliser une méthode qui s'appelle findViewById. Donc on récupère en fait un objet graphique par rapport à son ID, et à l'intérieur, je mets son ID. Alors comment j'accède à l'ID? Tout ce qui est dans la partie graphique, on passe par l'objet R, qui est l'objet en fait qui correspond au res, tout simplement, au dossier res. Puis j'accède
a un ID précis, donc je mets r.id, et derrière, vous voyez, j'ai la liste de tous les ID que j'ai déjà donnés, et entre autres, si je mets txt, je vais avoir tous les ID qui commencent par txt, et j'ai entre autres le txt poids. Donc voilà, dans txt poids, j'affecte ceci. Alors, ça ne va pas totalement fonctionner. Pourquoi? Parce que là, je récupère un objet graphique, mais je dois le transtyper de façon à ce qu'il puisse être dans l'objet txt poids de type edit text. Donc, pour le transtyper, je mets tout simplement edit text devant, entre parenthèses, et là, je récupère bien l'objet graphique correspondant. Donc de la même façon, on va récupérer les autres objets graphiques, toujours en transtypant dans le bon type et toujours en mettant le bon ID. Donc là, je vais faire, pour aller plus vite, un coller de toutes ces lignes-là. Voilà. Donc là, vous voyez comment j'ai pu récupérer la taille, l'âge, le sexe, enfin, ou plus précisément, le bouton radio homme. Et puis le lien avec l'image, avec l'IMG et avec le smiley, hein, l'image du smiley. Et vous voyez que là c'est un text view, là c'est un radio button et là c'est un image view. Voilà. Donc là maintenant ma méthode init est terminée. Alors il faut que je l'appelle, le plus simple c'est que je l'appelle tout simplement à la fin du onCreate. Alors avant de faire ça, je vous avais dit, et je vais le faire aussi, de toujours mettre le commentaire général de la méthode de façon à préparer en fait la documentation technique qui peut se générer automatiquement. Donc, initialisation, alors initialisation des liens avec les objets graphiques. Donc j'appelle cette méthode en fin de onCreate et je fais tout simplement init, tout simplement. Ok, donc ça c'est fait. Étape suivante, il faut que je fasse le lien entre la vue et le contrôleur. C'est-à-dire que vous avez bien compris que la vue devait solliciter le contrôleur pour pouvoir obtenir le calcul de l'IMG et puis le type d'image qu'il faut afficher, et le message, etc. Donc pour ça, comme on démarre sur le main activity a besoin de créer le contrôleur. Donc on va tout de suite déclarer en propriété le contrôleur. Donc je vais déclarer en privé un objet de type contrôle que je vais appeler, alors là encore une fois il faut que je fasse l'import, donc alt entrée, donc, et je vais l'appeler contrôle, tout simplement. Et une fois que c'est déclaré, eh bien, je vais pouvoir créer cet objet de type contrôle. Alors ça, je vais le faire à la fin du onCreate, tout simplement, voilà ici. Donc là, dès le début, je vais faire dans l'objet contrôle. Alors normalement, quand on crée un objet, vous savez, on fait new. Mais rappelez-vous, en réalité, notre classe contrôle, on a créé un constructeur qui est privé. Donc je ne peux pas faire new control. Par contre, on a fait un système de création d'instances qui permet en fait de gérer par un singleton une instance unique. Donc la seule chose que je peux appeler, c'est le getInstance, qui est une méthode statique sur la classe. Donc je vais l'appeler en passant par la classe. Donc dans listControl, je lui affecte l'appel de la méthode getInstance, qui est statique, donc que j'appelle directement sur le nom de la classe. Voilà. Donc là, j'ai créé une instance de type contrôle. Et vous verrez que quand on fera plusieurs interfaces, il suffira qu'on fasse à chaque fois control.getInstance pour récupérer l'instance correspondante. Maintenant que ceci est fait, je vais pouvoir effectivement gérer l'événement, le seul événement qui m'intéresse. Donc je reviens ici. Le seul événement qui m'intéresse, c'est le clic sur le bouton calcul. Il n'y a qu'un seul événement dans cette interface. Donc j'ai besoin de gérer cet événement-là. Alors, comment je vais gérer cet événement? Le plus propre est de créer une méthode séparée. Alors, je vais vous montrer la façon, enfin, je pense être la plus propre pour coder un événement. Vous allez créer en void et en privé une méthode qu'on va appeler par exemple écoute calcul, qui va être une méthode qui va écouter le clic sur le bouton calcul. Donc voilà. Et cette méthode, alors maintenant qu'elle est créée, je peux tout de suite mettre le commentaire correspondant. Écoute, événement,
événement sur bouton calcul. Ok. Donc cet événement, alors cette méthode évidemment il faut l'appeler, alors vous pouvez l'appeler à la fin de l'init puisque de toute façon init initialise tous les liens avec les objets graphiques et pourquoi pas aussi l'écoute sur calcul. Alors j'ai mal écrit le calcul, j'ai oublié le C, voilà. Donc là je vais faire tout simplement écoute, j'appelle écoute calcul. Et maintenant, dans cette méthode, il faut que je gère proprement l'appel de l'événement. Alors, je vais vous copier directement le code correspondant et je vais vous l'expliquer pour que vous compreniez comment ça marche. Donc, voilà le code correspondant. Alors, évidemment, il attend que je fasse des imports, donc je vais tout de suite faire Alt, Entrée, pareil pour View, Alt, Entrée. Voilà. Bon. Donc, il faudra que vous copiez ce code et maintenant je vais prendre le temps de l'expliquer. Ce sera toujours ce code-là lorsque vous voulez gérer un événement sur un objet graphique. Alors, comment ça marche exactement? Le Find View by ID, vous le connaissez déjà, ça permet de récupérer un objet précis. Et là, c'est on fait le lien avec l'objet BTN calcul. Alors, j'aurais pu faire d'abord le lien avec l'objet et du coup, j'aurais mis juste le nom ici. Bon, comme je ne l'utilise qu'une fois, pourquoi pas, je le fais comme ça, c'est pareil. Donc là, je récupère l'objet graphique du bouton et sur cet objet graphique du bouton, j'applique la méthode setOnClickListener qui permet tout simplement d'initialiser un écouteur, vous voyez c'est un setter, qui va initialiser un écouteur sur le bouton calcul. Alors des écouteurs, il peut y en avoir des tas, hein. Il peut y avoir un écouteur sur le déplacement d'un objet graphique, un écouteur sur le clic de l'objet graphique ou sur la modification de la couleur ou je ne sais quoi. Donc on peut avoir des tas d'événements et là le setOnClickListener est une méthode qui attend donc une instance de buttonOnClickListener. Du coup, on crée un nouvel objet, donc on fait un new buttonOnClickListener. Mais attention, ce nouvel objet, donc l'instance de cette classe, qu'est-ce qu'on fait? En fait, si vous regardez bien le principe, c'est qu'à l'intérieur, on a besoin de redéfinir une méthode. Alors, expliquons bien comment ça marche. Vous avez une parenthèse ici. Donc cette parenthèse ici, vous voyez, en fait, elle ne se ferme pas là, elle se ferme ici. Je vous montre. Voilà, là on voit bien, le bleu est ici, le bleu est ici. Donc le setOnClickListener attend en paramètre une instance de onClickListener. Et en fait, cette instance, on le fait bien avec new, mais au lieu de fermer la parenthèse juste après, normalement on devrait fermer la parenthèse là, on se permet d'ouvrir une accolade, donc l'accolade ici qui se ferme ici. Pourquoi? Parce qu'à la volée, on redéfinit une méthode, parce que le onClickListener, en fait, implémente une interface qui a besoin de redéfinir la méthode onClick. Donc plutôt que de créer une autre classe séparée, on redéfinit à la volée la méthode onClick et tout ce qu'on mettra dans cette méthode va s'exécuter lors du clic sur le bouton calcul. Voilà comment ça marche. Donc gardez cette syntaxe là et vous pourrez la réutiliser autant de fois que vous voulez hein, pour les différents événements que vous voulez gérer. Donc là, on n'aura plus qu'à mettre le code de l'événement qu'on veut, le code qu'on veut exécuter sur le clic du bouton calcul, on n'aura plus qu'à le mettre justement à l'intérieur de cette méthode. Alors juste pour être sûr que ça marche, on va faire un petit affichage. Alors pour cela, je vais utiliser la classe Toast, donc hop, Toast. Ça aussi, ça sera intéressant que vous l'utilisiez régulièrement, enfin ça vous permet bien de voir ce qui se passe. Donc je vais utiliser le makeText qui permet tout simplement d'afficher un texte temporaire. Et pour cela, il faut que je précise sur quel contexte. Vous voyez, en premier, il me demande le contexte, parce qu'à chaque fois qu'on fait un affichage directement sur un écran, et on a besoin d'un contexte, donc d'une activity. Je suis en ce moment dans Main Activity, donc a priori, je pourrais mettre this, le contexte actuel. Mais il ne sera pas d'accord. Pourquoi? Parce que le this prend l'objet de la classe où je suis en ce moment. Or, attention, je suis en train d'écrire une méthode onClick qui n'est pas dans Main Activity, mais qui est en fait dans la classe que je suis en train d'implémenter.
et que je suis en train d'instancier, pardon. Donc, pour bien lui dire que c'est le 10 de main activity, je suis obligé de lui préciser ici, activity.10. Et là, il comprendra effectivement que c'est le 10 de la classe globale où je suis en ce moment. Donc là, c'était le premier paramètre. Ensuite, une fois que j'ai donné le contexte, en deuxième paramètre, je vais lui dire tout simplement ce que je veux afficher. Donc je vais mettre par exemple test. Et puis, en troisième paramètre, je lui précise en fait le type d'affichage. Donc je vais mettre tos.lengthShort par exemple. Et à la fin, derrière tout ça, il faut que j'affiche, donc j'utilise la méthode .show, voilà, que j'affiche cette petite fenêtre, ce petit message. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir directement exécuter pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va lancer l'exécution. Aussi, la dernière fois, si vous n'aviez pas fait d'exécution depuis le test unitaire, n'oubliez pas, il va vous exécuter le test unitaire. Hein. Donc dans ce cas-là, vous passez vraiment par le run et vous exécutez l'application actuelle. Donc là, je fais OK, je vais exécuter et on va voir un petit peu ce que ça donne. On obtient l'affichage comme d'habitude, hein, comme on l'avait vu précédemment. Et là, si je clique sur le bouton calculer, vous voyez, il y a test qui s'affiche, donc on a bien géré correctement l'événement. Donc c'est OK, on n'a plus qu'à arrêter l'exécution ici et enlever, je vais le mettre en commentaire juste pour que, mais bon, on pourrait l'enlever directement. Voilà, et là je vais pouvoir effectivement mettre le code que je veux à cet emplacement-là. Mais avant de mettre le code, j'aimerais vous montrer une autre astuce qui permet de faire des affichages, cette fois-ci dans la console. C'est-à-dire qu'en bas, vous savez qu'on peut avoir l'affichage de la console. On va y arriver, voilà. Donc le logcat qui permet en fait d'afficher un certain nombre de messages, et entre autres les problèmes, les erreurs, etc. Donc là, à ce niveau-là, on va pouvoir voir un affichage console. Donc vous pouvez faire ce qu'on appelle, alors on passe par la classe log, .d, et là entre parenthèses, alors bien sûr là je fais encore alt entrée, vous pouvez mettre d'abord un tag donc à votre message, donc par exemple on va l'appeler message, et puis derrière vous pouvez mettre donc vraiment le message que vous voulez afficher. Donc on va mettre clic OK sur le bouton calcul. Alors généralement ce que je fais, moi, c'est que j'ajoute par exemple un ensemble d'étoiles, c'est pour repérer plus facilement mon message à l'intérieur de tous les messages qui s'affichent dans le logd. Donc là je vais relancer l'exécution. Donc toujours pareil, on choisit sur quoi on exécute. Alors, évidemment si j'oublie le point virgule, c'est normal qu'il ne soit pas content, donc ça permet de voir effectivement l'exécution enfin l'affichage des erreurs. Je relance, et là ça devrait quand même mieux se passer. Alors j'ai cliqué sur le logcat pour qu'on puisse voir au fur et à mesure ce qui se passe, et là si je clique sur le bouton calculer, vous voyez ici, donc je clique là, vous voyez on a le message avec le tag message, comme je l'ai marqué au niveau de mon code message, et puis derrière vous avez le message qui s'est affiché. Donc c'est une autre méthode pour pouvoir vérifier que votre programme passe au bon endroit, donc pour pouvoir tester votre programme. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir maintenant passer vraiment au code, au vrai code qu'il faut mettre au niveau du on-click de notre bouton. Alors, ce que l'on veut dans un premier temps, c'est récupérer au niveau de l'interface qui a été saisie au niveau poids, taille, âge et sexe. Donc, on va déclarer en local, hein, c'est inutile de les déclarer comme des propriétés, on va déclarer en local des variables qui représentent le poids, la taille, l'âge et le sexe. Donc, en integer, je vais déclarer poids. On va initialiser ces variables à 0. Vous allez comprendre, c'est pour pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas de souci. Enfin, si jamais on récupère une information qui est incorrecte, eh bien par défaut il se mettra à 0. Donc de la même façon que vous avez écrit integer poids, vous allez écrire les 4 autres, hein, taille, âge, les 3 autres, taille, âge et sexe. Et à partir de là, on a besoin de récupérer donc
dans la variable poids, on va récupérer, rappelez-vous que txt poids est relié directement à l'objet graphique txt poids. Donc on va faire un getText, mais attention, donc getText, attention, ceci, il faut le transtyper de façon, parce que là on récupère du texte et on veut la variable poids, c'est un integer. Donc pour transtyper en integer, je vais passer par integer.parseInt et tout ce que je veux transtyper, je le mets dans les parenthèses. Et là, vous allez voir qu'il ne va pas être content. Alors, pourquoi il n'est pas content? Si je mets la souris dessus, c'est parce qu'il est en train de me dire que le getText, c'est un objet de type editable, et que lui, il ne peut faire qu'un parseInt sur un objet de type string. Donc, pour cela, eh bien, il suffit que je convertisse mon getText, qui est un editable, en string. Et on peut convertir absolument n'importe quoi en string en faisant à la fin toString, tout simplement. Donc là, cette fois-ci, il est content. Donc vous faites de la même chose pour taille et âge. Donc là, je vais copier les deux lignes correspondantes. Voilà. Alors, il y a quand même un petit souci, c'est que, imaginons qu'on saisisse, au lieu de saisir une valeur numérique, on saisisse un caractère, par exemple. Eh bien, le integer.parseInt va tout simplement faire planter le programme. Et ça, on ne veut pas. Donc, pour éviter un plantage du programme, on va mettre ces trois lignes dans un try-catch. Donc, je mets try ici et catch ici. Donc, accolade, catch. Et je capture cette erreur. Alors, le catch attend en paramètre un type d'exception. Alors, je vais prendre l'exception la plus large possible. Donc, je vais mettre exception E. Et ici, je mets des accolades, plutôt, vides. Alors, il est temps que j'explique ce que ça fait, pour ceux qui ne connaissent pas. Tout ce qui va être dans le try-catch est exécuté, mais si jamais ça plante, le programme ne s'arrête pas violemment. Le programme, lorsqu'il y a une erreur d'exécution au niveau de ces lignes-là, le programme va exécuter ce qui est dans les accolades du catch. On peut, par exemple, afficher le message d'erreur. Donc, si je fais print stack trace, ça va m'afficher en fait tout le message d'erreur avec toutes les étapes comme vous avez l'habitude de voir les messages d'erreur en Java. Donc là je mets rien. Alors pourquoi je mets rien? Parce que ça m'intéresse pas d'afficher quoi que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il ne se passe rien si jamais il y a un caractère saisi au lieu d'un nombre. Et du coup, s'il ne se passe rien, les variables vont rester à 0, tout simplement. Et ça, c'est ce que je veux, parce que après ce try-catch, je vais tester justement l'état des variables. Si elles sont à 0, ça veut dire pour moi que l'integer, le parseInt s'est mal passé, et que du coup, la personne n'a pas saisi correctement les choses, et je vais lui redemander de saisir. Donc voilà le principe du try-catch. Alors, vous avez remarqué qu'on a rempli poids, taille, âge, mais on ne s'est pas occupé de sexe. Et effectivement, le sexe est un peu différent puisqu'il faut regarder si le bouton radio est coché ou non. Donc je vais faire un test sur le bouton radio RDHome et je vais utiliser tout simplement la méthode isCheck. Donc isCheck, voilà. Donc c'est une méthode booléenne qui est avraie si jamais le bouton radio est sélectionné. Donc étant donné que j'ai initialisé sexe à 0 par défaut, 0 c'est pour femme. Donc si le bouton radio homme est checké, à ce moment-là, je vais passer la variable sexe tout simplement à 1. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai récupéré les bonnes informations, eh bien ce qui me reste à faire, c'est de tester justement si la saisie est correcte. Donc là, la première étape, c'était ici récupération des données saisies. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est contrôle des données saisies. Alors, comment je contrôle ces données saisies? Je vais faire un test, tout simplement. Donc, si jamais le poids, si jamais une de ces variables, des trois premières variables, poids, taille, âge, est égal à 0, ça veut dire que la saisie n'est pas correcte. Donc si poids égale 0 ou taille égale 0 ou âge
égale 0. Alors c'est pas correct. Donc si c'est pas correct, eh bien je vais préciser à l'utilisateur qu'il doit ressaisir correctement. Donc je vais reprendre mon message toast tout simplement. Je vais le mettre ici. Et là, à la place de test, je vais mettre veuillez saisir. Oups. Alors là, il y a eu un petit souci. On va nettoyer ça. On va fermer ça, le view class qui nous sert à rien. Voilà. Et là, je vais taper veuillez saisir. Ou plutôt, je vais mettre saisie incorrecte. Ce sera plus simple. Saisie incorrecte. Voilà. Ok. Donc, et bien évidemment, dans la partie else, là, ce coup-ci, je vais pouvoir, ça veut dire que la saisie est correcte et je vais pouvoir faire le travail que je veux. Alors, avant de continuer, on va quand même tester pour voir si il réagit bien sur une saisie incorrecte. Donc, je vais stopper et relancer l'exécution. Voilà. Donc, si je clique directement sur le bouton calculer, vous voyez, il me met saisie incorrecte. Si je remplis certains champs, mais pas tous, du genre, je mets ici 50, je mets une taille, et puis je remplis pas le dernier, il me met saisie incorrecte. Si jamais j'écris des caractères, alors, de toute façon, il ne veut pas. Ah ben oui, puisque j'ai mis des champs numériques, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et si je tape même 0, de toute façon, il ne voudra pas, saisie incorrecte. Par contre, si je tape quelque chose de correct, donc genre 40, et que je fais calculer, là, vous voyez, le message ne s'affiche pas. Donc, on est arrivé à faire correctement ces tests-là. Hein, il passe au bon endroit au bon moment. Ok. Bon, et bien maintenant, il nous reste la dernière étape, c'est-à-dire que si la saisie est correcte, eh ben, il est temps d'afficher les messages que l'on veut. Alors, pour éviter de faire en sorte que cette méthode soit un peu trop longue, on va tout simplement créer une nouvelle méthode qui va s'occuper de l'affichage du résultat quand tout va bien. Donc, je vais créer une méthode en privé qui ne retourne rien et je vais l'appeler affiche résulte. Donc affiche résulte. Alors par contre cette méthode, il faut qu'elle reçoive le poids, la taille, l'âge et le sexe. Donc en paramètre, en integer, elle reçoit poids, integer, taille. Pareil pour l'âge et pareil pour sexe. Et c'est cette méthode qui va s'occuper de tout. Donc je vais tout de suite faire un commentaire correspondant à cette méthode. Donc vous voyez là, évidemment, j'ai des paramètres donc, qui me le marquent clairement. Donc là, je fais un affichage de l'IMG, du message et de l'image. Donc cette méthode, on va l'appeler ici dans ce else. Donc là, je fais affiche résulte où je lui envoie mes différents paramètres. Hein, donc dans l'ordre, je lui envoie le poids, la taille, l'âge et le sexe. J'aurais très bien pu, on est d'accord, ici donner des noms de paramètres qui sont différents de mes noms de variables. Hein. Ici, j'aurais pu l'appeler, je sais pas, par exemple, P-poids, P-taille, P-âge, P-sexe pour paramètres poids, etc. Et là, c'est bien poids, taille, âge, sexe que j'aurais envoyé dans P-poids, P-taille, P-âge et P-sexe. Hein. C'est juste que ça me paraît plus pratique de leur donner le même nom, mais ce n'est absolument pas obligatoire, évidemment. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai reçu des informations qui vont me permettre de créer un profil. Alors n'oublions pas que c'est le contrôleur qui fait tous les calculs. Donc rappelez-vous, dans le contrôleur, on a entre autres la méthode créer profil qui me permet de créer un profil en local, donc qui va se stocker dans ma propriété profil qui se trouve ici. Et puis dans mon contrôleur, j'ai entre autres la méthode getIMG qui permet de récupérer un IMG de mon modèle profil. Donc si je vais dans profil,
j'ai entre autres la méthode getIMG qui me récupère un IMG, même chose pour le getMessage, sachant que dès qu'on crée un profil en créant une instance de la classe profil, je vous rappelle qu'il y a les méthodes calculIMG et resultIMG qui sont automatiquement exécutées, sachant que calculIMG, on l'avait testé avec un test unitaire, permet tout de suite de remplir la propriété locale IMG. Et de même, resultIMG sert à remplir la propriété locale message. Du coup, quand je reviens dans contrôle, dès que je vais faire un getIMG, ça me récupère le bon IMG et le bon message. Donc, dans MainActivity, je vais pouvoir créer un profil en passant par le contrôle. Donc, je passe par mon objet contrôle que j'ai précédemment créé et je vais pouvoir appeler la méthode créer profil dans laquelle je vais lui envoyer, donc il attend en premier le poids, c'est parfait, je lui envoie en second la taille, en troisième paramètre il attend l'âge, je lui envoie l'âge, et en quatrième paramètre il attend sexe, donc je lui envoie sexe. Une fois que ce profil est créé par le contrôleur, vous avez compris que l'IMG et le message ont été remplis correctement, donc je vais les récupérer en local dans des variables. Donc je vais récupérer dans une variable IMG tout simplement l'appel de ce que me retourne à partir de contrôle le getIMG. Et de même, dans une variable de type string, je vais récupérer le message. Donc message. Là aussi, je pourrais donner des noms différents. C'est quand même plus logique de donner les noms qui correspondent. Donc, contrôle, point, et cette fois-ci, j'appelle getMessage. Ok, donc maintenant, j'ai tout récupéré. Donc là, je pourrais peut-être préciser création du profil et récupération des informations. Et maintenant, je vais pouvoir gérer l'affichage. Donc, affichage. Alors, pour gérer l'affichage, on est d'accord que suivant le type de message, on va faire des affichages différents. C'est-à-dire que l'image va être différente et puis même le message va être différent. Et on veut même gérer des couleurs. Donc on a pas mal de choses à gérer et tout ça va se faire par rapport au message. Alors dans le profil, rappelez-vous, les messages sont les suivants. On a soit normal, soit trop faible, soit trop élevé. Donc je vais faire un test sur le message. Donc si message que j'ai récupéré est égal à normal, à ce moment-là, il faut que je mette la bonne image. Alors, l'objet graphique, c'est IMG Smiley que j'ai initialisé un peu plus haut. Vous voyez, IMG Smiley est ici. Donc, IMG Smiley, sur cet objet, je vais utiliser la méthode setImageResource qui me permet de préciser quelle est l'image que je veux affecter à IMG Smiley. Donc là, je passe par les restes, donc par R. J'accède à tout ce qui est drawable. Vous savez, le fameux dossier drawable qui est ici. Voilà. Et là, si je mets point, remarquez, j'accède au contenu de drawable. Donc là, je vais lui affecter normal. Alors, vous vous doutez bien qu'après, on va faire la même chose, suivant si c'est les autres cas. Donc, je vais dans le else. Je refais un test sur if message est égal à, et je ne me rappelle plus le message, on va prendre trop faible. Voilà. Donc là, est égal à trop faible. Donc là-dedans, je vais reprendre exactement cette ligne-là, mis à part que je ne vais pas mettre la même image. Donc, cette fois-ci, c'est pas normal, mais c'est point maigre. Et else, j'ai pas besoin de retester de refaire un nouveau if, puisque si je suis dans ce else là, c'est que c'est ni normal ni trop faible, donc c'est le dernier cas. Donc là, directement, je vais pouvoir modifier l'image en mettant point graisse. Ok, donc là, je me suis occupé de l'image.
l'image c'est bon. Maintenant, il faut le message qui s'affiche à côté. Hein. Vous vous rappelez qu'il y a l'image qui doit changer, mais il y a aussi ici ce message où on affiche normalement la valeur de l'IMG, 2 points, et on précise IMG trop faible ou IMG normal, ou etc. Donc ça, je peux le faire après cet ensemble de if, puisque le message, je vais pouvoir le modifier, enfin l'adapter. Donc je prends LBL-IMG, qui est donc le label à afficher. J'utilise cet texte qui permet de modifier le contenu du texte. Et puis là, je vais afficher l'IMG, IMG que j'ai récupéré un petit peu au-dessus, là, voilà, IMG qui contient le calcul de l'IMG. Et derrière, je mets un message, alors je vais marquer IMG, donc 2 points, donc plutôt je vais mettre 2 points comme ça, voilà, et je voudrais marquer IMG trop faible ou IMG normal, ou etc. Donc derrière, il suffit que je fasse plus et que j'affiche le message. Voilà, alors j'aimerais que l'IMG soit préformaté de façon à ce qu'il n'y ait que 2 chiffres après la virgule. Alors pour ça, j'utilise la méthode static format sur la classe string. Donc je mets format. Et dans mon format, il attend 2 paramètres. En deuxième paramètre, il attend le nombre à formater, donc IMG. Et en premier paramètre, il attend le type de formatage. Donc le type de formatage, je veux qu'avant la virgule, il m'affiche tout ce qui va avant la virgule. Mais par contre, après, je veux qu'il y ait simplement un seul chiffre, donc je mets 0,1 et je mets F parce que c'est au format float. Donc là, vous pouvez trouver sur internet facilement hein, comment marche la méthode static format sur la classe string. Donc là, il va me formater l'IMG avec 2 chiffres après la virgule, puis il va me mettre 2 points IMG normal ou IMG trop faible ou IMG trop gras, enfin je sais plus quoi d'ailleurs, IMG trop élevé, voilà. Donc ça c'est bon. Il me reste un dernier détail. Je vous rappelle qu'on voulait que ça soit affiché en vert le message si c'est normal et en rouge dans les autres cas. Donc là pour le coup je suis obligé de revenir dans mes if et le LBL IMG, je peux appliquer la méthode setTextColor pour pouvoir décider de la couleur du texte, donc setTextColor, et qui attend en paramètre la couleur. Alors je peux accéder aux différentes couleurs directement parce que ce sont les propriétés statiques de la classe. Donc par la classe color, si je fais point, vous voyez, j'accède à toutes les couleurs possibles. Donc je vais prendre le green par exemple. Donc ça c'est bon pour le normal. Par contre pour les deux autres, je veux que ce soit en rouge. Donc je récupère cette ligne et je la mets directement en début du else puisque c'est valable pour aussi bien trop faible que trop élevé. Donc là je copie cette ligne et là je mets en rouge. Donc voilà, en red. Ok, donc théoriquement, eh bien, on a terminé. Donc on va pouvoir tester pour voir si ça fonctionne. Donc je lance l'exécution. C'est parti. Alors, on va donner des valeurs bien violentes hein, pour voir les extrêmes. Donc du genre, si je mets quelqu'un qui fait 25 kg et qui fait 1m70, quel que soit l'âge, c'est pas important, et je fais calculer, de toute évidence là c'est un peu faible, un peu vraiment beaucoup faible, c'est normal. Si je mets au niveau poids, je mets 180 kg pour 1m50 et une femme par exemple, et je fais calculer, là c'est trop élevé. Bon, je vais mettre quelque chose d'un peu plus logique, du genre, je sais pas moi, 50 kg, ouais, 1m60, puis 20 ans, une femme, pourquoi pas, calculer. Et là je suis en normal, vous voyez le message, donc les images ont bien changé, le message est en vert pour ce coup-ci alors qu'il était en rouge les fois précédentes. Donc globalement, l'application fonctionne. Alors, on n'en est qu'à la première étape. Hein. Là, on a vu le MVC, on a vu qu'on obtenait un affichage et que ça marche plutôt bien. Maintenant, on va passer à des choses qui vont aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que dans la vidéo suivante, on va voir entre autres comment on fait pour mémoriser ces informations pour pouvoir les retrouver la fois suivante. Pour pas avoir à les ressaisir à chaque fois ou juste à modifier une valeur. Et puis on verra aussi comment on sauvegarde plusieurs profils dans une base locale SQLite
et on verra comment on sauvegarde à distance, dans une base distante. Évidemment, c'est très intéressant pour certaines applications mobiles de pouvoir sauvegarder dans une base distante. Et on mettra aussi la liste des différents profils qui ont été enregistrés, comme on gère des listes sur les téléphones. Bon, c'est déjà une première étape intéressante. Vous imaginez que la suite va être certainement très passionnante aussi. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.